Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. Le sujet se passe presque d'introduction tellement on en a longuement discuté aujourd'hui sur les ondes de Cube et ailleurs. Cette histoire des buts à glisser dont l'encadrement excessif fait évidemment sourciller. J'en parle avec la docteure Céline Lamy qui est pédopsychiatre et qui, je crois comprendre, s'oppose en partie à la mesure. Bonjour docteur Lamy. Bonjour à vous. Dites-nous, justement, ça semble aller trop loin, cette mesure-là. Comment est-ce que vous avez reçu la nouvelle lorsque vous l'avez apprise aujourd'hui? Là, je crois qu'on est en train de confondre la notion de sécurité puis de surprotection de nos enfants. Donc là, la fameuse butte qui était redevenue quelque chose de désirable l'an dernier, où on parlait de l'importance du jeu libre, du jeu risqué, là est devenu de nouveau dangereux, où il faut protocoliser parce qu'il y a des risques. Donc on veut évidemment surprotéger nos enfants. Il y a des critères de désirabilité maintenant des buts en fonction de leur pente, etc. Puis si la butte n'est pas acceptable, il faudra que les enfants mettent des casques. Alors je me demande toujours, ça rassure qui tout ça? Ça rassure juste les adultes, mais qu'est-ce que ça envoie comme message aux enfants? Ça leur dit, tu sais, jouer c'est dangereux, être avec les autres c'est dangereux. Puis ça va dans ce qui se passe en ce moment dans la société vis-à-vis de nos enfants. On les met dans une sorte de ouate permanente, que ce soit physiquement et que ce soit psychiquement aussi. On veut leur empêcher de vivre des émotions négatives, etc. Puis du coup, nos cocos sont toujours dans l'hypervigilance. Puis ils vont avoir à un moment donné le message, tu sais, vivre c'est dangereux, reste chez toi avec tes bébelles électroniques, c'est beaucoup moins risqué. Mais vous savez, cette surprotection-là, les parents ont dit à 6 ans, je vais mettre un téléphone portable pour mon coco parce que ça va lui permettre de me contacter, etc. Mais en fait, c'est de la surprotection ridicule. Ça rassure juste le parent, pas plus. Puis le danger, il est à l'intérieur de la poche de l'enfant. Donc, je pense effectivement qu'on va beaucoup trop loin. Vous êtes l'autrice d'ailleurs d'un ouvrage là qui vous parlez de comment dire de risque ou de variation psychique. Vous avez écrit Le drame des enfants parfaits pour une permaculture de l'enfance. J'étais très intéressé peut-être d'établir un lien entre ce qu'on a appris aujourd'hui sur les fameuses buttes à glisser et votre réflexion dans le cadre de l'ouvrage. Un enfant qui vit des émotions, un enfant qui se blesse, pas trop sévèrement on l'espère, ça fait partie du développement selon vous? Le jeu risqué fait partie du développement, le jeu libre fait partie du développement. Maintenant, on le sait, les neurosciences affectives nous le disent. Ça permet à l'enfant de tester ses limites corporelles, de connaître aussi les limites des autres. Ça lui permet le mouvement, d'exprimer ses émotions, ses frustrations, la coopération. Donc oui, c'est essentiel. Et je trouve très intéressant de lire les articles aussi qui parlent, par exemple, de l'augmentation de la violence des enfants à l'école. Alors, il y a beaucoup de facteurs de risque. Mais on élève tellement nos enfants dans une sorte de ouate émotionnelle qu'on les empêche de vivre de l'inconfort, des émotions dites négatives. On a peur de les cadrer, on a peur de leur donner des limites, on a peur de cette fameuse autorité qui est nécessaire. Et évidemment, quand ils se retrouvent en classe, par exemple, face à un professeur qui, lui, tente de poser un cadre et de faire de l'autorité, puis je parle pas ni de domination ni quoi que ce soit, l'enfant il réagit. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles les enfants actuellement sont beaucoup plus réactifs, c'est qu'on les élève dans une sorte de grand cocon, une grande bulle où on leur ferait croire qu'il ne se passe rien et que la vie n'est qu'un monde de licornes et de bisounours. Et ça arrive éventuellement à son terme. Alexandre Moranville-Ouellette, tu voulais? On a beaucoup entendu, comme vous l'avez dit, des histoires comme ça où on met les enfants dans la ouate. Le rôle de l'école, on dirait, de plus en plus grand, où on en demande toujours de plus en plus aux enseignants, aux intervenants, tout ce monde-là dans le cadre de l'école. Est-ce qu'on en met trop sur le dos, vous trouvez, du système d'éducation, là, quand il s'agit de choses comme ça, de normes qu'on devrait enseigner normalement à nos enfants quand on est parents?
On va dire qu'il y a un effort collectif à faire. L'école a les enfants 8 heures par jour, donc effectivement, ils doivent être aussi garants du cadre, de l'autorité, mais ils sont pas là effectivement pour faire le travail des parents et le travail de la société au sens large. Donc c'est un travail collectif de penser les enfants et leur éducation et un retour sain à une autorité qui est très différente d'une éducation coercitive ou punitive. Il y a une vraie discussion à avoir sur qu'est-ce que c'est poser des cadres et des limites et qu'est-ce que c'est que l'autorité sans être dans quelque chose de punitif ou de coercitif. Olivier, tu l'as ajouté? Ouais, beaucoup de gens à la messagerie texte disent pourquoi ne pas simplement signer une décharge pour ses enfants? Pourquoi les parents ne devraient pas juste signer, c'est réglé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent par la suite? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Pourquoi pas, mais je trouve que ça protocolise vraiment toujours la en vie. Effet. Puis ça questionne, c'est quoi la sécurité? Je le redis, sécurité, c'est essentiel pour les enfants. La surprotection, c'est dangereux pour eux. Très intéressant. Je voudrais peut-être en terminant vous poser la question, Dr Lamy. Bon, je suis papa de 2 enfants. Je sais pas si je suis trop protecteur ou pas, mais comme papa, la dernière chose que je veux, c'est qu'il se casse un bras, mettons. Puis je me suis moi-même cassé la clavicule quand j'étais jeune. Puis bon, évidemment, c'était pas cool, là. Je suis allé à l'hôpital, puis un truc. On veut protéger notre enfant. C'est un instinct qui est presque comme primitif, là, reptilien, à quelque part. On veut pas qu'il se blesse. Mon cerveau comprend ce que vous dites. Il faut le jeu risqué. Mais qui dit jeu risqué dit ça se peut qu'une fois sur 1 million, il se casse une jambe. Là. Oui. Mais justement, je sais pas comment faire la part des choses, en fait, à savoir, moi, la dernière chose que je veux dans la vie, c'est que mon enfant se casse une jambe. Fait que peut-être un conseil, un truc. Ouais, comment parler aux parents? Qu'est-ce que comment vous avez faire à passer me le message? dire pour que j'accepte que ça fait partie de la vie? Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que beaucoup du dilemme que vivent les parents et cet instinct de surprotection, il est très naturel, en fait. Et c'est là où on se retrouve un peu à pas savoir comment gérer parce que je ne veux pas, je vous le dis, que mon enfant se casse une jambe. Donc je vais tout faire pour que ça n'arrive pas, vous comprenez? Et jusqu'à la butte à glisser et tout le reste. Et c'est là où on tombe un peu dans le délire, peut-être. Mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Ouais. Je vais vous reprendre sur le terme. Vous avez dit l'instinct de surprotection est naturel. Non, l'instinct de protection, oui, c'est la première chose. Donc, sécuritaire, sous contrôle, oui. Puis je dis souvent aux parents, vous savez, la première fois que votre petit coco, il s'est mis debout pour essayer de marcher, il s'est vautré. Excusez-moi l'expression, il s'est planté. Puis vous l'avez pas remis dans la bassinette en disant, c'est assez, c'est trop dangereux, tu t'arrêtes. Non, vous avez continué malgré, puis vous avez pris sur vous en fonction aussi de la tolérance. Le problème, c'est que nous sommes des adultes qui tolérons de moins en moins l'inconfort de ce qui peut se passer dans la vie. C'est peut-être quelque chose à réfléchir de notre côté. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les enfants. Ils se cassent pas plus la marboulette, excusez-moi cette expression, qu'avant. Donc, moi aussi, j'en ai 4. Ça me tente pas d'attendre 12 heures à l'urgence pour un plâtre, mais ça fait partie quand même de la vie, malgré tout. Bon, les 4 enfants du Dr Lamy pèsent plus que les 2 miens, donc elle a probablement raison. Évidemment, je pense que sa formation comme pédopsychiatre est aussi importante à considérer dans l'argumentaire, n'est-ce pas? D'ailleurs, ma messagerie texte a aussi résonné pendant votre intervention. Ma conjointe écrit 100% d'accord avec tout ce que dit la Dr Lamy. Merci d'avoir été avec nous, docteur, et au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Salut. Merci, bye bye.